Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais aujourd'hui vous raconter une nouvelle histoire vécue tirée du site internet officiel de Bernard Werber, bernardwerber.com, une histoire qui figure dans son blog, dans lequel il raconte des anecdotes, des histoires réellement vécues qui lui sont arrivées au cours de sa carrière. Celle-ci s'intitule aujourd'hui « Comment je suis devenu raconteur d'histoire ». Il revient dans cette anecdote, dans ce texte, sur la genèse des fourmis. Voici donc cette histoire vécue. Je me souviens, c'était en 1976 à Toulouse. J'avais 15 ans. Un proverbe dit « Tout ce qui nous arrive est pour notre bien ». Je crois que mon échec de passage en section scientifique, au moment de l'examen, j'avais oublié de retourner la page du problème et je n'avais fait avec brio que la première partie d'algèbre sans savoir qu'il y en avait une autre de géométrie derrière, fut avec le recul ce qu'il pouvait m'arriver de mieux. Alors que le lycée Fermat était un lieu de compétition avec une majorité de garçons et des professeurs plutôt sévères et entretenant une discipline stricte, le lycée Ozen était un lieu de détente avec une majorité de filles et des professeurs plutôt cool. Dans ma classe, nous étions 10 garçons pour 20 filles. L'idéal. Le professeur de français, Madame Pupko, était une dame plutôt âgée. Elle avait des allures de diva et parlait avec un accent des pays de l'Est. Elle avait repéré mes talents de conteur et plutôt que de me mettre des notes uniquement sur l'orthographe, elle passait outre la forme et notait la qualité de l'histoire elle-même. Elle m'encourageait à aller de plus en plus loin dans l'originalité. Monsieur Werber, je ne sais pas où vous allez chercher tout ça, mais je m'amuse beaucoup à vous lire. Vous ne prenez pas de drogue au moins ? Non, madame, c'est dans ma tête. Je m'inspire de mes rêves. Madame Pupko avait un long fume-cigarette qu'elle maniait avec grâce et avait toujours un petit sourire ironique que j'aimais bien, car il y avait une forme d'affection. J'avais pourtant un challenger, un frère de lettres, un certain Truong, un élève d'origine vietnamienne qui avait la même aptitude que moi pour produire des histoires originales, et il écrivait mieux. Enfin, une compétition qui m'intéressait. Au début, nous étions rivaux pour avoir les meilleures notes de Madame Pupko, puis naquit une amitié entre nous, même s'il me prenait parfois de haut, conscient de sa supériorité en écriture. En même temps apparaissait une émulation. Il fallait que j'arrive à obtenir de meilleures notes que ce Truong. J'étais meilleur dans l'originalité des histoires, lui était meilleur dans la qualité de l'écriture elle-même. Déjà à l'époque, je privilégiais le fond sur la forme, ce qui peut être un avantage pour certains et un handicap pour d'autres. Cependant, plutôt que de combler ma faiblesse, j'essayais au contraire d'améliorer mon point fort. Trouver des idées encore plus fortes, des points de vue originaux, développer des histoires remplies de surprises. Si bien que mes histoires devenaient de plus en plus prenantes, au plus grand ravissement du professeur de français. Le lycée Ozen avait un cours de dactylographie. Beaucoup de filles se préparaient à être sténodactylo, et je choisis cette option. Je me retrouvais du coup l'unique garçon à apprendre à taper vite à la machine à écrire.
Au début, les autres se moquaient. Et plus tard, tu veux être une secrétaire, Bernard? Mais je crois qu'intuitivement, il me semblait que c'était la meilleure chose à accomplir à cette époque. Nous apprenions à taper avec les 10 doigts, avec un cache de carton posé au-dessus des mains pour qu'on ne puisse pas voir les touches. Ensuite, il y avait des courses avec un chronomètre et nous devions taper des textes le plus vite possible avec 2, 4, 6, 8, puis des doigts. Sans le savoir, ce fut probablement la préparation à ce que j'allais faire tout le reste de ma vie. Grâce à la dactylographie, j'appris à écrire à la vitesse de la pensée. C'était comme si je pouvais projeter sur la feuille, nous utilisions à l'époque des machines électriques à boules IBM, ma pensée en direct. Comme je m'ennuyais un peu dans ce lycée où tout était tellement cool, il me semblait plus nécessaire de faire des efforts. Aussi, je montais avec un ami, Michel Pellissier, un groupe de rock. Je voulais l'appeler les Fourmis Bleues au cas où nous aurions la possibilité de jouer sur scène, mais cela ne s'est jamais produit. Nous avions fabriqué des guitares électriques en mettant des micros à l'intérieur de nos guitares classiques. J'avais fabriqué un amplificateur de 25 watts, ce qui pour l'époque pouvait paraître un truc à casser les oreilles. Nous jouions les Beatles, Pink Floyd, Genesis et quelques compositions personnelles dans la ferme agricole du père de Michel face à un public de vrais poulets qui caquetaient en nous écoutant. Mais le groupe s'arrêta le jour où mon amplificateur explosa. Je crois que je ne suis pas très bon en montage électrique ni en bricolage en général. Après le groupe, j'eus l'idée de monter un club journal. J'allais voir le proviseur et je lui en parlais. Il me signala que dans le lycée, il y avait une vraie machine d'imprimerie offset qui avait été achetée et jamais utilisée par un responsable technique qui avait dû se prendre de l'argent au passage. Le proviseur était prêt à me payer des cours particuliers d'imprimerie offset pour que je la fasse tourner et que je crée le club journal du lycée. Nous baptisâmes le journal La Soupe à Lausanne. Et ainsi, à 15 ans, j'eus enfin l'impression de faire quelque chose d'intéressant. J'avais déduit que pour ne pas subir le système ancien, il fallait inventer son propre système. Proposer des initiatives pour ne pas subir le monde des autres. Avec mon copain, Fabrice Cogé du lycée Saint-Cernin, voisin, nous faisions des bandes dessinées. Nous décidâmes d'inventer afin de capter tous les sens, un nouvel art, la bande dessino musicale, des BD à lire en écoutant des musiques suggérées. Souvent, c'était Michael Field, Genesis, Yes ou Pink Floyd. La partie odorante était censée être réglée par la mise au point, pour chaque histoire, d'un parfum correspondant à l'ambiance. J'en parlais au proviseur qui consentit à me payer des cours de parfumeur pour cet objectif. Notre professeur était un industriel toulousain spécialisé en parfums de violette, Pierre Berdouès. J'installai donc mon orgue à parfum avec des vraies essences pures dans ma chambre, et je dois avouer que cela sentait tellement fort que peu de gens arrivaient à entrer dans la pièce sans être indisposés. Moi, j'y dormais avec cette odeur entêtante. Je parvins à synthétiser une sorte d'odeur de chocolat pour une histoire et un parfum de pluie salée pour une autre. Avec l'équipe du club journal, nous aspergions à la main des languettes, puis les disposions sous cellophane et les scotchions à l'intérieur du journal. Un travail fastidieux, surtout lorsqu'on sait que nous tirions à 3000 exemplaires pour couvrir le lycée Ozen et le lycée Saint-Cernin. Ce fut Fabrice Cogé qui continua ma formation littéraire. Il me dit
découvrir le cycle de fondation d'Isaac Asimov. Et ce livre fut pour moi une vraie révélation puisqu'il allait bien au-delà de sa simple fonction récréative, proposant une vision logique de toute l'évolution de notre société. Grâce à Asimov, je compris que l'avenir appartenait à ceux qui étaient capables d'imaginer le futur avec le maximum de cohérence. Grâce à Asimov, je mis en marche dans mon cerveau ma propre grille de lecture de l'actualité qui aboutissait à des prolongements probables, un peu comme les positions de jeu d'échecs aboutissaient à des scénarios distincts. Pour moi, l'auteur de science-fiction a la même fonction que la vigie dans un bateau. Il est censé monter sur le mât pour voir plus haut et plus loin et informer les autres de ses visions. Tout cela m'inspirait des articles, des textes, des rubriques. Je commentais l'actualité, cherchais des prolongements aux dernières découvertes techniques. Et avec Fabrice, devenu mon meilleur ami, nous avions de grandes conversations où nous rivalisions d'idées pour nous surprendre mutuellement. Au moment où tous les articles furent prêts, l'imprimerie nous prit 3 jours complets de travail, de 8 heures du matin à 8 heures du soir, sans manger, à ne faire que nettoyer la rotative qui s'encrassait. Nous étions recouverts d'encre et nous travaillions en musique en écoutant du rock. Crosby, Stills, Nash & Young, Fleetwood Mac, Men at Work, etc. Nous vendions le journal, La soupe à Lausanne, à l'entrée du lycée. 2 francs. Mais l'essentiel de notre succès, car succès il y eut, était lié à une de nos vendeuses bénévoles, Nathalie Lédrault, la sœur d'un des journalistes de notre équipe, qui était tellement mignonne que personne n'osait lui refuser l'achat du journal. Nous en étions tous amoureux, mais vu que c'était la sœur de mon copain et qu'elle m'impressionnait, je n'eus jamais le courage de lui déclarer ma flamme. Le premier numéro de La soupe à Lausanne fut épuisé en quelques jours. Et fort de ce succès, nous avons produit d'autres numéros en nous faisant aider des dessinateurs de l'école des beaux-arts qui étaient proches. Avec Fabrice Cogé et le projet Soupe à Lausanne, soudain, ma vie prenait du sens. Enfin, j'avais la considération de mon entourage. Je n'étais plus que le raconteur d'histoires de ce cours de récréation, mais j'étais aussi le créateur du club journal. Certains professeurs voyaient bien que je ne travaillais pas assez mes cours normaux et ils me mettaient de mauvaises notes, mais d'autres, comme le professeur d'économie Joseph Schuft, qui était un professeur passionnant qui me fit découvrir le marxisme, me soutenaient en me donnant des bonnes notes pour compenser la rigueur de ses collègues et m'encourager à créer ma petite entreprise journalistique. Je me rappelle aussi que je voulais profiter de mon journal pour aller gratuitement au cinéma sous prétexte de rubrique critique ciné. Le directeur du Gaumont de la place Wilson m'a dit « Ok, je vous donne libre accès aux films à une seule condition. Nous avons tous les mercredis 5 nouveaux films pour les 5 salles. Vous les regardez tous les 5, quels qu'ils soient. Vous regardez aussi les dessins animés pour enfants, les documentaires, les films de kung-fu chinois, les comédies sentimentales, les films érotiques, les films comiques. Tous sans exception, sinon je vous reprends votre carte de libre accès. » Présenté comme ça, le métier de critique cinéma me sembla soudain plus astreignant que je ne me l'imaginais. Cependant, j'acceptais et je dois dire que je finis par m'apercevoir que le directeur du cinéma m'avait apporté une information. Si on veut vraiment critiquer, il faut s'intéresser à tous les genres, même ceux qui nous semblent a priori hors de notre zone culturelle. Ce fut à cette époque que, profitant de mon statut de rédacteur en chef de magazine, je commençais enfin à susciter l'intérêt des jolies filles de la classe. Jusque-là, c'est moi qui tombais dans les pommes quand une fille qui me plaisait me disait bonjour. J'eus mon premier flirt avec Marie-Noël C., une étudiante qui était venue à la fête de lancement du journal.
Après le succès du premier exemplaire de la soupe à l'Ozène, nous nous lançâmes aussitôt dans la rédaction du numéro 2. Fabrice Cogé et moi fîmes même une exposition des bandes dessinées au centre culturel toulousain de la rue Croix-Baragnon et j'eus droit à mon premier article dans le journal local, La Dépêche du Midi. Après l'expo, je confiais à Fabrice une idée un peu décalée. Faire une bande dessinée dont les héros seraient non plus des humains, mais des fourmis vivant dans une cité fourmilière. On pourrait en parler comme d'une civilisation parallèle auquel on ne fait pas attention simplement parce qu'ils sont tout petits, surtout que les fourmis, de ce que j'en ai lu dans les encyclopédies, sont apparues sur Terre il y a 120 millions d'années alors que l'homme n'existe tout au plus que depuis 7 millions d'années. On pourrait en parler comme d'une société aînée. Fabrice m'encouragea dans cette voie et j'écrivis une première histoire de 10 pages intitulée simplement « L'Empire des fourmis ». C'était un simple scénario de bande dessinée, mais je m'apercevais rapidement qu'il y avait beaucoup à dire sur ce sujet. Alors, je commençai à lire La vie des fourmis de Maeterlinck, une vision un peu vieillotte, où ce scientifique belge leur prêtait des vertus de charité chrétienne, et aussi Des fourmis et des hommes de Rémi Chauvin. Cependant, il me semblait que ces deux scientifiques tiraient vite des conclusions pour que les fourmis aient l'air de défendre leur point de vue spirituel ou politique. Il fallait que je trouve ma propre interprétation. Donc, j'installai des bocaux de fourmis que je prélevais en forêt et je les observais directement. Déjà, j'ai l'idée que la meilleure manière de parler de quelque chose n'est pas de lire des livres sur le sujet, mais d'aller voir sur place et d'observer les vrais acteurs. Ainsi, le scénario de BD des fourmis se transforma en nouvelle de 20 pages, puis en nouvelle de 100 pages, puis de 500, puis de 1000, puis en grande saga. Influence de Fondation d'Asimov et de Dune de Herbert. 1500 pages. Outre le texte lui-même, je décidai d'introduire un codage secret. Toutes les premières lettres de chaque phrase formant un texte caché. Pour maîtriser le grand nombre de scènes, je mettais un temps fou à me relire, j'utilisais une structure géométrique en sous-texte. Au début, l'arbre de vie kabbalistique, forme parfaite, puis la cathédrale d'Amiens, forme complexe elle-même, inspirée de l'arbre de vie. Si bien que le petit scénario de BD pour le journal de lycée La soupe à l'Ozène commençait à me prendre au moins 1 heure de travail tous les jours et ressemblait à une sorte d'obsession de recherche du roman monumental sur un sujet complètement anodin. L'existence d'une civilisation intraterrestre parallèle. Les fourmis.